Mes parents m'ont mise à la porte à 18 ans. Ta sœur mérite l'avenir, pas toi. J'étais malade et sans domicile. Le bureau en acajou était frais sous le bout de mes doigts tandis que je redressais la pile de CV. Les entretiens du mardi matin commençaient toujours à 9 heures précises, et la ponctualité comptait. Dans ce secteur, mon assistante avait préparé la salle de conférence à la perfection, verre d'eau parfaitement aligné, fauteuil en cuir impeccable, tout était propre, professionnel, maîtrisé, rien à voir avec le carton sur lequel j'avais dormi 7 ans plus tôt. Votre candidate de 9 heures est arrivée, a annoncé la voix d'Amanda dans l'interphone. Mademoiselle Nathalie Dawson pour le poste de senior marketing. Mon cœur s'est arrêté et littéralement arrêté de battre pendant ce qui m'a semblé 3 longues secondes avant de repartir en tambourinant violemment. Nathalie. Ma petite sœur. Ici, dans mon immeuble, sur le point d'entrer dans mon bureau. Faites-la entrer, ai-je réussi à répondre. À ma propre surprise, ma voix était ferme. La porte s'est ouverte. Elle avait changé, évidemment, plus âgée, ses cheveux blonds plus courts, vêtue d'un tailleur marine qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois à l'époque. Mais son visage est devenu complètement livide quand nos regards se sont croisés. Marilyn, le mot est sorti étranglé. Mademoiselle Dawson. J'ai désigné le fauteuil en face de mon bureau. Asseyez-vous, je vous prie. Nous sommes ici pour discuter de vos qualifications. Elle n'a pas bougé, figée, me fixant comme si elle voyait un fantôme. Peut-être était-ce le cas, en un sens. Je ne savais pas que tu travaillais ici. Je ne savais pas que tu étais, elle a dégluti péniblement. L'annonce disait que le poste rendait compte au directeur des opérations. Et je suis la directrice des opérations chez Meridian Digital Solutions. J'ai gardé un ton professionnel, presque ennuyé. 3e poste le plus élevé de l'entreprise. Alors, allons-nous discuter de votre CV, ou préférez-vous rester debout toute la matinée? Nathalie s'est enfin laissée tomber dans le fauteuil. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a posé son portfolio sur le bureau. Bien. Elle devait être nerveuse. Elle devait ressentir exactement l'instabilité que j'avais ressentie cette nuit-là, quand papa avait jeté mon sac de sport sur le perron. 7 ans plus tôt, j'avais 18 ans et j'étais en train de mourir. Enfin pas littéralement, mais ça y ressemblait. La pneumonie s'était installée profondément dans mes poumons, chaque respiration était comme avaler du verre. J'avais manqué 3 semaines de terminale, pris du retard dans mes candidatures à l'université, perdu mon petit boulot à la librairie parce que je ne pouvais pas me présenter. Maman m'a trouvé un matin sur le carrelage de la salle de bain. Fièvre à 39,6 degrés Celsius, trop faible pour me lever. Je me souviens de son regard, pas de l'inquiétude, mais quelque chose de plus froid. Du calcul. Ça va affecter les opportunités de Nathalie, avait-elle dit à papa ce soir-là. Je les avais entendus à travers le mur, leur voix portant clairement jusqu'à ma chambre où j'étais allongé, essayant de convaincre mes poumons de fonctionner correctement. Les frais médicaux vont vider le fonds pour les études. On a à peine assez pour une seule d'entre elles. Alors on fait un choix, avait répondu papa. Sa voix avait cette qualité plate, comme s'il discutait de quelle voiture vendre, pas de quelle fille investir. Les notes de Nathalie sont meilleures. Elle est plus jeune, elle a plus de potentiel. Marilyn peut se débrouiller autrement. Je m'étais dit que j'avais mal entendu, que la fièvre me rendait paranoïaque. Les parents n'abandonnaient pas leurs enfants, n'est-ce pas? Pas dans la vraie vie. Pas dans la banlieue du Connecticut, où tout le monde avait 2 voitures, des réunions PTA et des dîners en famille. Puis mon 18e anniversaire est arrivé, 2 semaines après cette conversation. Toujours malade, toujours faible, mais assez remise pour descendre au rez-de-chaussée, pensant qu'il y aurait un gâteau et des cadeaux. À la place, j'ai trouvé mes affaires entassées dans des sacs poubelles alignés près de la porte d'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Ma voix était minuscule. Maman refusait de me regarder. Papa a croisé les bras. Son visage affichait cette expression qu'il utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles aux employés de son cabinet comptable, clinique, détaché. Tu as 18 ans maintenant, a-t-il dit. Tu es légalement adulte. Nous avons rempli nos obligations parentales. Quoi? La pièce s'est mise à tourner. Je ne comprends pas. Nous avons longuement discuté de cette situation, a ajouté maman, toujours fixant le sol. Avec Nathalie qui commence ses candidatures à l'université et les dépenses qui s'accumulent,
nous devons prendre des décisions pratiques. Les frais médicaux de ta maladie nous ont mis dans une position financière difficile. Donc vous me mettez à la porte? Mes poumons brûlaient. La fièvre n'était retombée que depuis 2 jours. Nous t'encourageons à devenir indépendante, a corrigé papa. Tu es adulte. Les adultes se prennent en charge. Nathalie est apparue en haut de l'escalier. 17 ans, promise à l'université, leur fille parfaite aux notes impeccables qui ne tombait jamais malade au mauvais moment. Elle m'a regardé d'en haut avec quelque chose qui pouvait être de la pitié ou du soulagement que ce ne soit pas elle qui tenait les sacs poubelles contenant toute sa vie. Ta sœur mérite l'avenir, pas toi, a dit maman doucement. Nous devons prioriser l'enfant qui a les meilleures chances de réussir. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel coup physique. Pas toi. Pas digne. Pas assez. Ils m'ont fait partir cette nuit-là. M'ont conduite jusqu'à un refuge pour sans-abri en centre-ville, à 20 minutes de notre maison avec sa pelouse impeccable et son garage pour 2 voitures. Papa m'a tendu 300 € pour démarrer, comme si cela rendait tout acceptable. Comme si l'argent effaçait le fait qu'ils abandonnaient leur fille malade parce qu'investir en elle était devenu financièrement gênant. Le refuge sentait le désinfectant industriel et le désespoir. J'ai passé la première semaine à tousser si fort que je pensais que mes côtes allaient se briser à chaque quinte, me laissant essoufflé et terrifié sur un lit de camp entouré d'inconnus. J'ai perdu 7 kilos que je ne pouvais pas me permettre de perdre. J'ai commencé à faire des crises de panique chaque fois que j'essayais de dormir, me réveillant en sursaut, convaincu que je ne pouvais plus respirer. Mais j'ai survécu. J'ai trouvé un boulot de plongeuse dans un dîner. La propriétaire, Madame Patterson, me laissait prendre des shifts supplémentaires et ne posait pas trop de questions sur pourquoi une fille de 18 ans travaillait 70 heures par semaine. J'ai économisé chaque centime qui ne partait pas en visite aux urgences et antibiotiques. J'ai postulé dans un community college, obtenu une aide financière, suivi des cours le soir tout en faisant des doubles shifts le jour. J'ai découvert que j'avais un talent pour le marketing, comprendre ce qui poussait les gens à vouloir des choses, à y croire. Peut-être que grandir dans une famille qui choisissait une fille plutôt qu'une autre m'avait appris quelque chose sur le désir et la valeur, finalement. Après 2 ans, j'ai transféré dans une université d'État. J'ai obtenu mon diplôme avec mention tout en travaillant 3 jobs à temps partiel. J'ai décroché un poste d'entrée de gamme chez Meridian. J'ai gravi les échelons à la force du poignet, par pure compétence et avec cette éthique de travail désespérée qui vient quand on sait qu'on n'aura jamais de filet de sécurité. Et maintenant, Nathalie était là, 7 ans plus tard, essayant d'obtenir un poste dans mon entreprise. J'ai ouvert son CV. Je vois que vous avez obtenu votre diplôme à Yale. Impressionnant. Ça a dû coûter cher. Ses joues ont rougi. Chance en effet. J'ai parcouru la page. Intéressant, vous n'avez que 2 stages listés. La plupart des candidats pour ce niveau ont nettement plus d'expérience. Je me suis concentré sur mes études, a-t-elle répondu, la voix plus petite. Mon GPA était de 3,8. Le GPA compte très peu dans le monde réel, mademoiselle Dawson. Nous avons besoin de résultats, pas de connaissances théoriques. J'ai posé le CV. Parlez-moi de vos campagnes marketing. Quelles métriques avez-vous améliorées? Quel roi avez-vous généré pour vos anciens employeurs? Elle a bredouillé des réponses. Correctes, mais banales. Elle avait fait ce que des milliers d'autres jeunes diplômés avaient fait, suivre des instructions, rendre des devoirs, sans jamais vraiment devoir se battre pour quoi que ce soit. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes qualifié pour un poste senior, ai-je demandé. La plupart de nos seniors ont au minimum 5 à 7 ans d'expérience dans le secteur. Vous en avez moins d'1. Je suis une apprenante rapide, a-t-elle dit en se penchant en avant, et j'ai de solides références académiques. Je pensais que Yale aurait du poids. L'éducation ouvre des portes, mademoiselle Dawson. La performance les maintient ouvertes. Je me suis légèrement adossé. Pouvez-vous me parler d'un moment où vous avez échoué et où vous avez dû complètement reconstruire votre approche? Elle a cligné des yeux. Échoué? Je ne pense pas avoir de gros échecs à discuter. Évidemment. L'échec n'avait jamais été une option pour l'enfant doré qui avait gardé sa chambre et son fonds universitaire. Tout le monde échoue un jour, ai-je dit. La question est de savoir si on en tire une leçon ou si on s'effondre dessous. Avez-vous déjà dû faire quelque chose de vraiment difficile?
Quelque chose où vous n'aviez absolument aucun système de soutien et où vous avez dû tout comprendre seul? Les yeux de Nathalie se sont embués. Elle savait où cela menait. Elle n'était pas stupide. Marilyn, pouvons-nous parler comme des sœurs, s'il te plaît? Nous discutons de vos qualifications pour ce poste, mademoiselle Dawson. C'est tout. Mon ton aurait pu geler l'eau. Si vous souhaitez avoir une autre conversation, vous êtes libre de partir. Elle est restée assise. Orgueil ou désespoir, je n'étais pas sûr. Dites-moi, ai-je continué. Que feriez-vous si vous perdiez tout demain? Votre appartement, vos économies, le soutien de votre famille. Comment survivriez-vous? Ce n'est pas une question d'entretien standard, a-t-elle murmuré. Je ne pose pas de questions standards. Je veux savoir comment vous gérez l'adversité. La vraie adversité, pas un B à un examen. Je ne sais pas. Je trouverai une solution. Vraiment? Je me suis adossé dans mon fauteuil. Où vous effondreriez? Parce que ce poste exige de la résilience. Il exige de pouvoir travailler dans des conditions que la plupart des gens considéreraient impossibles. Des nuits tardives, des délais intenables, des clients qui vous traitent comme de la merde. Pouvez-vous gérer ça quand vous n'avez jamais eu à gérer quoi que ce soit de difficile de toute votre vie? Ses mains se sont crispées sur ses genoux. Tu es cruel. Je suis pratique. De la même façon que nos parents étaient pratiques quand ils ont décidé que l'avenir d'une fille comptait plus que celui de l'autre. Les mots sont sortis tranchants. Ils ont pris une décision business. Maintenant, j'en prends une. Marilyn, je suis désolé. J'avais 17 ans. Je ne savais pas quoi dire ou faire. Tu n'as rien dit. Tu es resté en haut de ces escaliers et tu les as regardés me jeter dehors alors que j'étais encore malade, encore en convalescence, et tu n'as rien dit. Je me suis levé, suis allé à la fenêtre. Seattle s'étendait en dessous de nous, verre, acier et argent. Tu sais à quoi ressemblait cette première année, ai-je demandé. Je peux imaginer. Non, tu ne peux pas. Je me suis retourné vers elle. Tu ne peux pas imaginer dormir dans un refuge en crachant du sang. Travailler des shifts si longs que tes pieds saignaient dans tes chaussures. Manger un seul repas par jour parce que c'était tout ce que tu pouvais te permettre. Faire des crises de panique dans les toilettes publiques parce que tu étais terrifié à l'idée de ne pas survivre une semaine de plus. Des larmes coulaient sur son visage. Marilyn, je suis désolé. J'avais tort. Nous avions tous tort. Tes excuses ne signifient rien pour moi. Sais-tu ce qui aurait signifié quelque chose? Si l'un de vous avait pris la peine de vérifier si j'étais encore en vie. 5 ans, Nathalie. 5 ans. Pas un appel. Pas un email. Pas une tentative pour savoir si j'avais survécu à être jeté comme un déchet. Maman et papa disaient qu'il valait mieux te laisser faire ton chemin. Que le contact rendrait les choses plus difficiles. Plus difficiles pour qui? Pour moi, ou pour eux? J'ai ri, et même à mes propres oreilles, ça sonnait amer. Ils ne voulaient pas affronter ce qu'ils avaient fait. Plus facile de prétendre que je n'existais plus que d'admettre qu'ils avaient abandonné leur fille malade parce qu'elle était devenue financièrement gênante. Nathalie a couvert son visage avec ses mains. Ses épaules tremblaient. Une partie de moi voulait ressentir de la satisfaction devant sa douleur, mais surtout, je me sentais vide. Ce moment que j'avais imaginé la confrontation, le règlement de compte ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait juste à de la tristesse. Où sont-ils maintenant, ai-je demandé. Maman et papa. Toujours dans le Connecticut? Elle a hoché la tête. Même maison. Et ton beau diplôme de Yale t'a apporté tout ce qu'il t'avait promis? Je suis au chômage, a-t-elle dit doucement. L'entreprise où je travaillais a coulé. Je postule partout depuis 3 mois. C'était mon premier vrai entretien. Ça expliquait pourquoi elle avait postulé dans une entreprise de Seattle. Assez désespérée pour chercher à l'autre bout du pays. Et tu ne leur as pas dit que tu postulais ici. Tu n'as pas mentionné que tu allais passer un entretien avec ta sœur disparue depuis longtemps. Je ne savais pas que tu serais là. L'annonce disait juste Meridian Digital Solutions. Je n'avais aucune idée que tu avais si bien réussi que tu avais survécu. Tu veux dire que tu pensais que j'étais morte? Je suis retourné m'asseoir à mon bureau.
Laisse-moi te dire ce que j'ai appris, Nathalie. J'ai appris que les gens censés t'aimer te trahiront quand c'est pratique. J'ai appris que personne ne viendra te sauver, alors tu ferais mieux de te sauver toi-même. J'ai appris que la famille ne signifie rien quand l'argent est en jeu. Ce n'est pas juste. Tout le monde n'est pas comme ça. Peut-être pas. Mais nos parents l'étaient, et tu es resté là sans rien faire. J'ai repris son CV. Voici le problème avec ce poste. Il est prestigieux, excellent salaire, avantages, perspective d'évolution. Exactement le genre de job dont quelqu'un avec ton parcours aurait besoin pour se remettre sur pied. Un espoir a traversé son visage. Mais je ne vais pas te le donner, ai-je continué. Pas parce que tu n'es pas qualifié même si tu ne le es pas, mais parce que tu dois apprendre ce que ça fait d'entendre qu'on ne vaut pas l'investissement, que quelqu'un d'autre mérite plus l'opportunité, que tu dois te débrouiller seul. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. J'ai besoin de ce travail. J'ai des prêts étudiants, un loyer à payer. Je suis à 3 semaines d'être expulsé. Alors j'imagine que tu vas trouver une solution. Tu es intelligente, non? Diplômée de Yale. Tu vas t'en sortir. Elle s'est levée brusquement. Tu me punis pour ce qu'ils ont fait. Je prends une décision business pratique. Ce n'est pas comme ça que vous appelez ça? J'ai soutenu son regard. Vous n'êtes pas la meilleure candidate pour ce poste. Vous manquez d'expérience. Vous manquez de résilience. Et vous manquez de cette faim que ce travail exige. C'est tout. Tu mens. Tu fais ça parce que tu me hais. Je ne te hais pas, Nathalie. La haine exige de se soucier assez pour ressentir quelque chose. Les mots sont sortis plats. Vrai. Tu es juste quelqu'un que je connaissais autrefois et qui a besoin d'un job que je ne vais pas lui donner. Elle a attrapé son portfolio, les mains tremblant si fort qu'elle a failli le laisser tomber. Maman avait raison sur toi. Elle disait que tu étais toujours amère, toujours à te poser en victime. Je te défendais. Je lui disais que tu étais juste blessé. Mais elle avait raison. Tu es vindicative et cruelle. Maman avait dit ça. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine. L'année dernière, quand j'ai demandé de tes nouvelles, demandé si on devrait essayer de te retrouver, elle a dit que c'était inutile, que tu t'accrocherais à tes rancunes pour toujours et rendrais tout le monde malheureux. La voix de Nathalie s'est brisée. J'imagine qu'elle te connaissait mieux que moi. La porte a claqué derrière elle. Je suis resté là, dans mon beau bureau avec sa vue sur la ville, ses meubles coûteux, et je n'ai rien ressenti. Amanda abusée. Comment s'est passé l'entretien? Je fais entrer le suivant? Annuler tous mes rendez-vous de la matinée. J'ai besoin d'un moment. Je me suis rassise à mon bureau. Le CV de Nathalie était toujours devant moi. Yale. GPA 3,8. 2 stages. Compétences adéquates mais banales. Elle avait raison sur un point, je n'avais jamais eu l'intention de l'embaucher. Dès que j'avais vu son nom sur la liste des candidatures, j'avais programmé son entretien juste pour la regarder dans les yeux et la rejeter. Vindictive, cruelle peut-être mais honnête. Elle n'était vraiment pas qualifiée. Et même si elle l'avait été, aurais-je pu travailler avec elle, la voir tous les jours dans ses couloirs, et faire semblant que nous étions collègues plutôt que sœurs déchirées par des parents qui avaient valorisé une fille plus qu'une autre? Mon téléphone a sonné. Mon portable personnel, pas la ligne du bureau. Numéro inconnu de Seattle. Bonjour, Marilyn. Une voix masculine, inconnue. Ici Trevor Bishop, de Swedish Medical Center. Votre père a été admis ce matin pour un infarctus. Votre mère vous a listé comme contact d'urgence. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Quoi? Il est stable maintenant, mais c'était grave. Votre mère demande que vous veniez à l'hôpital. Je comprends que vous êtes à Seattle. Oui, comment avez-vous eu ce numéro? Votre mère l'avait. Elle disait qu'elle le gardait au cas où. 5 ans. 5 ans. Ils m'avaient laissé croire qu'ils m'avaient complètement effacé de leur vie. Et ils avaient mon numéro tout ce temps. Jamais appelé, jamais vérifié, juste gardé dans un dossier, en cas d'urgence. Quelle chambre? Trevor m'a donné les détails. J'ai noté machinalement, ma main bougeant tandis que mon cerveau peinait à traiter.
Papa avait fait un infarctus. Nathalie était au chômage et désespérée. La famille que j'avais réussi à survivre sans pendant 5 ans était en train de s'effondrer. Et ils avaient besoin de moi maintenant. J'ai regardé à nouveau le CV de Nathalie, pensé à ses larmes, à son désespoir, à la façon dont elle avait dit « s'il te plaît », comme si elle n'avait jamais eu à supplier pour quoi que ce soit auparavant. Amanda est apparue à ma porte. « Tout va bien ? Tu es pâle. Urgence familiale. Je prends le reste de la journée. Peux-tu reporter tout ? Bien sûr. Tout ce dont tu as besoin. De quoi avais-je besoin ? De vengeance. J'avais eu ça. Ça avait un goût de cendre. De justice. Il n'y en avait pas. Juste des gens qui faisaient des choix et vivaient avec les conséquences. J'ai attrapé mon manteau et mes clés, conduit jusqu'à l'hôpital en pilote automatique, trouvé le service de cardiologie, trouvé la chambre de papa. Maman était assise dans le coin. Elle avait mal vieilli, cheveux gris, rides profondes autour de la bouche, mains tremblantes. Elle a levé les yeux quand je suis entré et quelque chose de compliqué a traversé son visage. Honte, soulagement, peur. « Marilyn, tu es venue » a dit Trevor. Je suis resté près de la porte. « Comment va-t-il ? » Stable. Ils font des examens. Il aura besoin d'une opération, probablement un pontage. Sa voix était mince. C'est arrivé soudainement. Il s'est juste effondré au petit déjeuner. Papa était allongé dans le lit, relié à des machines, plus petit que dans mes souvenirs. Vulnérable. Humain. Nathalie est au courant. Maman a hoché la tête. Elle est en route. Elle s'est interrompue. Elle était à un entretien d'embauche. Elle a dit que ça ne s'était pas bien passé. L'ironie aurait été drôle si elle n'était pas si terrible. Pourquoi avez-vous gardé mon numéro ? La question est sortie avant que je puisse la retenir. 7 ans sans un appel, mais vous avez gardé mon numéro au cas où quelque chose arriverait. Maman a tordu ses mains sur ses genoux. Au cas où nous aurions besoin de te joindre. Mais pas pour savoir si j'étais vivante. Pas pour t'excuser. Juste au cas où vous auriez eu besoin de quelque chose de moi. Ce n'est pas juste. Juste ? Le rire m'a échappé avant que je puisse le retenir. Tu veux parler de justice ? Vous m'avez jeté dehors alors que j'étais malade parce que j'étais devenu trop cher. Vous m'avez dit que Nathalie méritait l'avenir et pas moi. Et tu veux parler de justice ? Nous pensions faire ce qu'il fallait. Nous pensions que tu avais besoin d'apprendre l'indépendance. Vous pensiez qu'il était plus facile de m'effacer que d'affronter ce que vous aviez fait. Ne réécrivez pas l'histoire, maman. J'étais là. Je vous ai entendu discuter à travers le mur. Je vous ai entendu calculer quelle fille valait plus. Elle a tressailli. Nous avions peur. Les frais médicaux étaient énormes. Nous avions si peu d'économies. Nous pensions. Vous pensiez qu'une fille comptait plus que l'autre. Vous avez choisi. Et maintenant vous voulez que je sois là parce que vous avez besoin de moi. Je me suis approché de la fenêtre. Je ne pouvais pas la regarder. As-tu la moindre idée de ce qu'a été cette première année ? De ce que j'ai traversé ? Je peux imaginer. Tout le monde dit ça. Personne ne peut imaginer. Tu ne peux pas imaginer être aussi seul, aussi terrifié, aussi convaincu que tu vas mourir et que personne ne s'en souciera. Je m'en souciais, a-t-elle dit doucement. Je n'ai jamais cessé de m'en soucier. Alors pourquoi n'as-tu pas appelé ? Pourquoi n'as-tu jamais vérifié, même une fois ? Orgueil, honte, peur que tu nous rejettes. Elle s'est levée, s'est approchée, mais ne m'a pas touché. Nous nous disions que tu étais mieux sans nous, que tu construirais une meilleure vie si nous ne te retenions pas. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvions pas affronter ce que nous avions fait. C'était plus facile de prétendre que nous avions fait le bon choix que d'admettre que nous avions détruit notre famille. Le moniteur de papa bipait régulièrement le seul son dans la pièce avec nos respirations. Nathalie est venue dans mon bureau aujourd'hui, ai-je dit. Elle a postulé pour un poste. Je l'ai interviewée. Tu l'as embauchée ? Non. Je l'ai refusée. Je lui ai dit qu'elle n'était pas qualifiée. Je l'ai laissée sortir de là en se sentant exactement aussi inutile que je me suis senti quand vous m'avez jeté dehors.
Maman a émis un petit son aux douleurs ou compréhension, difficile à dire. Et tu sais quoi? Ça ne m'a pas fait du bien. Ça n'a rien réparé. Ça m'a juste rendu vide. Je me suis tourné vers elle. Je voulais tellement me venger. Pendant 7 ans, j'ai construit ma carrière en partie juste pour vous prouver que vous aviez tort. Pour prouver que je valais l'investissement, que je méritais l'avenir aussi. Tu l'as prouvé, a dit maman doucement. Regarde-toi. Regarde ce que tu es devenu. Je suis devenu ça parce que j'y étais forcé. Parce que vous ne m'avez pas laissé le choix. Les mots sont sortis crus. Mais je suis aussi devenu ça malgré vous, en dépit de vous. Et je ne sais pas si je dois vous remercier de m'avoir donné ce feu ou vous haïr de m'avoir forcé à en avoir besoin. La porte s'est ouverte. Nathalie est apparue, les yeux rouges, encore dans son tailleur d'entretien. Elle s'est figée en me voyant. « Tu es là » a-t-elle dit. Trevor a appelé. Nous étions là, 3 générations de dommages et de dysfonctionnements dans une chambre d'hôpital tandis que papa dormait et que les machines bipaient, et tout ce qui comptait semblait soudain à la fois urgent et inutile. « Je suis désolé » a dit maman à nouveau. « Je suis tellement désolé pour tout. J'avais tort. Nous avions tous tort. J'ai choisi le chemin facile au lieu du bon, et j'ai détruit notre famille à cause de ça. Désolé ne répare pas 7 ans, ai-je dit. Mais la colère s'était écoulée de moi quelque part entre le bureau et l'hôpital. Il ne restait que de l'épuisement, de la tristesse et cette étrange sensation d'être dans une pièce avec des gens qui auraient dû être ma famille mais qui ressemblaient à des étrangers. Nathalie s'est essuyé les yeux. Il a demandé de tes nouvelles ce matin, avant que ça arrive. Il a demandé si nous avions eu de tes nouvelles, si nous savions où tu étais, et j'ai dit non. Je lui ai dit que nous aurions dû te chercher il y a des années, que nous avions fait une terrible erreur. Elle a pris une inspiration tremblante. Il a commencé à pleurer. Je n'avais jamais vu papa pleurer. Il a dit qu'il savait que nous avions fait quelque chose d'impardonnable, qu'il y pensait tous les jours, et puis il s'est effondré. La culpabilité n'était pas productive. Je l'avais appris à la dure. Mais elle s'est insinuée quand même, non invitée. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit à Nathalie. Ne te laisse pas penser ça. Ce n'est pas la faute de nous tous? Elle a regardé maman. Nous avons cassé quelque chose. Tous. Et je ne sais pas si ça peut être réparé. La question est restée en suspens. Pouvait-on réparer? Devait-on? J'ai pensé aux 7 dernières années. Le refuge, les crises de panique, la pauvreté écrasante. La lente ascension hors des ténèbres. La personne que j'étais devenue, plus dure, plus affûtée, plus capable, mais aussi plus fermée, plus seule. J'ai pensé à la vengeance et à quel point elle avait sonné creux. J'ai pensé à papa allongé là, peut-être en train de mourir, et à combien le chagrin pouvait être compliqué quand on avait passé 7 ans à être en colère contre quelqu'un. Je ne sais pas si ça peut être réparé non plus, ai-je dit. Mais je sais que s'accrocher à la haine est juste une autre forme de prison. Je suis sorti d'une prison. Je n'ai pas besoin d'en construire une autre dans ma tête. Ça veut dire que tu nous pardonnes, a demandé maman, l'espoir glissant dans sa voix. Non, je ne vous pardonne pas. Ce que vous avez fait est impardonnable. Les mots sont sortis fermes, mais pas cruels, juste honnêtes. Mais peut-être que je peux arrêter de laisser ça me définir. Peut-être qu'on peut trouver une sorte de relation qui reconnaît ce qui s'est passé sans faire semblant que ça n'est pas arrivé. J'aimerais ça, a dit Nathalie doucement. Si tu es prête à essayer. Je ne sais pas encore ce que je suis prête à faire. C'est trop pour l'instant. J'ai regardé la forme immobile de papa. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il pense que oui. Si l'opération se passe bien. La voix de maman tremblait. Tu restes au moins jusqu'à ce qu'on en sache plus. J'aurais dû dire non. J'aurais dû sortir et les laisser gérer leur propre crise comme ils m'avaient laissé gérer la mienne. Ça aurait été juste. Équilibré. Mais je suis resté. Je me suis assise dans le fauteuil inconfortable de l'hôpital et j'ai attendu pendant que les médecins allaient et venaient et que les machines bipaient leur rythme régulier. J'ai fait de petites conversations maladroites avec Nathalie sur des sujets sans importance. J'ai accepté le café infect de maman. J'ai fait semblant que nous étions une famille normale traversant une crise normale au lieu de 3 personnes fracturées essayant de savoir si les choses cassées pouvaient redevenir entières.
Papa s'est réveillé vers 15 heures, groggy à cause des médicaments, confus sur l'endroit où il était. Ses yeux m'ont trouvé et se sont agrandis. Marilyn. Salut, papa. Tu es là. Sa voix s'est brisée. Je pensais que je rêvais. Trevor a appelé. Il a dit que tu avais fait un infarctus. Des larmes ont coulé du coin de ses yeux. Je suis désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé pour ce qu'on t'a fait. Ne parle pas, a dit maman. Tu dois te reposer. Mais il continuait à pleurer au son terrible et brisé et je me suis retrouvé à m'approcher du lit, à prendre sa main. Ça semblait étrange et familier à la fois. Tu as survécu, a-t-il murmuré. Tu vas bien. J'ai survécu. Je vais bien. Je suis fier de toi. Tellement fier. Je ne mérite pas de le dire, mais je le suis. Repose-toi maintenant. On parlera plus tard. Il a serré ma main et s'est rendormi, toujours accroché. Nathalie m'a retrouvé dans le couloir 1 heure plus tard. Je fixais la fenêtre donnant sur le parking, essayant de trier des émotions qui n'avaient pas de catégorie simple. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle commencé, à propos du boulot. Tu n'es pas obligé. S'il te plaît, laisse-moi le dire. Elle a pris une inspiration. Tu avais raison. Je ne suis pas qualifié. J'ai eu ce poste dans l'autre entreprise grâce aux relations de papa. Je ne l'ai pas mérité. Quand l'entreprise a coulé, j'ai réalisé que je n'avais pas de vraies compétences, pas de vraie expérience. J'ai navigué sur le privilège toute ma vie, Marilyn. Et je savais que ce qu'ils t'ont fait était mal. Je le savais à l'époque et je le sais maintenant. Mais j'en ai profité, alors je suis restée silencieuse. J'ai laissé souffrir pour pouvoir tout avoir. Sa voix s'est brisée. Ça fait de moi une complice. Ça fait de moi autant coupable. Tu avais 17 ans. Assez grande pour savoir mieux. Assez grande pour parler. Elle m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés. Je n'attends pas que tu m'embauches. Je n'attends rien de toi. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Sincèrement, profondément désolé. Et je vais trouver comment être meilleur, comment gagner les choses au lieu de les recevoir toutes faites. Comment vas-tu commencer? Je retourne dans le Connecticut. Je vais vivre avec maman et papa, les aider pendant la convalescence de papa, trouver un boulot normal, d'entrée de gamme, quelque chose que je peux vraiment faire, construire de vraies compétences. Elle a souri faiblement. Peut-être suivre ton exemple, en fait. Quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. Pas exactement du pardon, mais peut-être le début de quelque chose comme du respect. Le poste pour lequel tu as postulé est trop senior pour toi, ai-je dit. Mais nous avons une ouverture pour coordinatrice marketing d'entrée de gamme. Ça paie beaucoup moins, c'est beaucoup moins glamour. Tu ferais du travail ingrat pendant au moins 1 an. Ses yeux se sont agrandis. Tu m'offres un poste? Je dis que si tu veux postuler, je m'assurerai que ton CV soit examiné équitablement. Pas de népotisme, pas de traitement spécial. Si tu es vraiment qualifié pour le poste de coordinatrice, tu seras considéré comme les autres candidats. Mais tu devras déménager à Seattle. Commencer en bas. Monter de la bonne façon. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que malgré tout, tu essaies d'être meilleur. Ça compte. J'ai haussé les épaules. Et parce que peut-être que je suis fatigué d'être en colère. Peut-être que je veux voir si on peut construire quelque chose de nouveau au lieu de juste pleurer ce qu'on a perdu. Nathalie m'a serré dans ses bras. Je n'ai pas rendu l'étreinte immédiatement encore trop incertaine, trop sur mes gardes. Mais finalement, mes bras sont montés, hésitants, prudents. Merci, a-t-elle murmuré. Ne me remercie pas encore. Le processus d'entretien est brutal, et ce ne sera pas moi qui le conduirai. Si tu ne supportes pas la pression, tu seras éliminé au premier tour. Je comprends. Et Marilyn, pour ce que ça vaut, je suis contente que tu aies survécu. Je suis contente que tu sois devenue qui tu es. Même si on a été horrible avec toi, je suis contente que tu t'en sois sortie. Nous étions dans le couloir de l'hôpital, 2 sœurs essayant de retrouver un chemin vers quelque chose qui pourrait un jour ressembler à une famille. Ça ne serait pas facile. Il y aurait des conversations difficiles,
de vieilles blessures qui se rouvriraient au moment où le passé semblerait trop lourd à porter. Mais peut-être que c'était acceptable. Peut-être que guérir ne signifiait pas oublier ni pardonner. Peut-être que ça signifiait juste choisir d'arrêter de laisser le passé dicter chaque choix futur. Papa a eu son opération la semaine suivante. Il s'en est bien sorti. Il a commencé une longue convalescence avec maman qui veillait sur lui et Nathalie qui coordonnait les soins. Je suis venu 2 fois. J'ai gardé les conversations légères. Je n'ai pas poussé plus loin que ce que nous pouvions supporter. Nathalie a postulé pour le poste de coordinatrice. Elle a passé 3 tours d'entretien. Elle a été refusée au 4e légitimement, pas tout à fait le bon profil, mais elle l'a pris avec grâce. Elle a demandé du feedback, a postulé pour un autre poste 1 mois plus tard. Elle a fini par être embauchée comme junior marketing associate, a déménagé à Seattle, a commencé à construire une vraie carrière sur de vrais mérites. Nous nous sommes retrouvés pour un café parfois maladroit au début, conversation guindée sur le travail, la météo et des sujets sans importance. Mais petit à petit, prudemment, nous avons commencé à parler de vraies choses, de ce qui s'était passé, de qui nous étions devenus à cause de ça, de si une famille pouvait se reconstruire à partir de morceaux cassés. Maman et papa appelaient de temps en temps. Je répondais parfois. Je les laissais me parler de la convalescence de papa, du jardin de maman, de la maison qui semblait trop grande maintenant. Je gardais des limites fermes, mais je ne les ai pas complètement coupées. Le pardon semblait impossible, mais une connexion semblait gérable à petite dose. La vengeance que j'avais imaginée pendant 5 ans s'est révélée rien de ce que j'attendais. Rejeter Nathalie n'avait pas été triomphal. Voir mon père pleurer n'avait pas été satisfaisant. Le pouvoir que j'avais désiré ou la capacité de leur faire mal comme ils m'avaient fait mal n'avait rien guéri. Ce qui aidait lentement, c'était de construire quelque chose de nouveau. Pas oublier ce qui s'était passé. Pas faire semblant que tout allait bien. Mais choisir d'avancer quand même. Choisir d'être plus que la personne qu'ils avaient jetée. J'avais encore des jours difficiles ou des moments où la colère remontait, où je me souvenais du refuge et voulais brûler tous les ponts. La thérapie aidait. Le temps aidait. Le succès aidait mais pas de la façon que j'avais imaginée. Un soir, presque 6 mois après l'infarctus de papa, Nathalie et moi étions dans mon appartement, partageant des plats à emporter. Elle venait de décrocher sa première vraie victoire client au travail, une campagne qui allait réellement impacter les résultats de l'entreprise. Elle rayonnait de fierté. « Je comprends maintenant », a-t-elle dit soudain. « Ce que tu voulais dire par gagner les choses. Ça fait complètement différent de tout ce que j'ai fait avant. J'ai vraiment fait ça. Moi. Pas grâce à des relations, de la chance ou du privilège. Juste parce que j'ai travaillé dur et appris les compétences. Ça fait du bien, non? Ça fait incroyable. » Elle s'est interrompue, baguette à mi-chemin vers sa bouche. « C'était toujours comme ça pour toi? Tout ce que tu as accompli, tu as dû te battre pour l'avoir. Chaque chose. Chaque chose, ai-je confirmé. Encore maintenant. Probablement toujours. Je suis désolé que tu aies dû le faire seul. Je suis désolé qu'on n'ait pas été là. Je sais. Et je le croyais. Je croyais que ces remords étaient sincères. Mais la croyance n'effaçait pas ce qui s'était passé. Mais j'y avais survécu. Et bizarrement, ça m'avait rendue plus forte. Pas que je recommanderais la méthode. Elle a ri. Nous avons mangé en silence confortable un moment. Tu penses que tu leur pardonneras vraiment un jour, a-t-elle demandé finalement. À maman et papa. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être un pardon partiel. Peut-être juste une acceptation que c'est arrivé et que je ne peux pas le changer. J'ai haussé les épaules. Mais je suis OK avec ça. Je n'ai pas besoin de closure ou de résolution parfaite. J'ai juste besoin de continuer à avancer. C'est probablement plus sain que ce que je mérite, a-t-elle dit doucement. Plus sain que ce que n'importe lequel d'entre nous mérite. Nous avons fini le dîner. Elle est partie. Je me suis tenu à la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville, pensant à la vengeance, à la justice, et à l'espace compliqué entre pardon et liberté. La vérité, c'était qu'il y a 5 ans, mes parents avaient fait un choix qui avait brisé notre famille. Ils avaient décidé que j'étais jetable, que l'avenir de ma sœur comptait plus que le mien, que l'amour était conditionnel à la commodité financière.
Ce choix avait eu des conséquences réelles, douloureuses. Mais il avait aussi eu des résultats inattendus. Il m'avait forcé à devenir quelqu'un que je n'aurais peut-être jamais été autrement. Quelqu'un de fort. Quelqu'un de capable. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle valait parce qu'elle avait dû le prouver chaque jour. Est-ce que je choisirais ce chemin si je pouvais recommencer? Jamais. La douleur avait été trop réelle, le traumatisme trop profond. Mais puisque je ne pouvais pas changer le passé, pouvais-je trouver du sens dans ce que j'avais survécu? Pouvais-je utiliser la force que j'avais construite par nécessité pour créer quelque chose de mieux que la vengeance? La réponse était oui. Pas parce que j'étais noble, pardonnante ou particulièrement éclairée. Mais parce que j'étais pratique. Parce que la vengeance n'était qu'une autre forme d'être contrôlé par ce qu'il m'avait fait. Et j'avais passé trop de temps à être contrôlé par les autres. Alors j'ai choisi la liberté à la place. Liberté de construire ma propre vie selon mes propres termes. Liberté de décider ce que famille signifiait pour moi maintenant. Liberté de réussir pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais parce que j'aimais vraiment ce que je construisais. 3 mois plus tard, j'ai accepté un poste de Chief Marketing Officer dans une start-up à Boston. Plus près du Connecticut même si je n'admettais pas que c'était une partie de la raison. Nathalie avait fait ses preuves à Seattle et avait été transférée dans notre bureau satellite de Boston. Nous avons commencé à avoir des dîners réguliers du temps entre sœurs, compliqués et maladroits, mais réels. Maman et papa sont venus une fois. Ils sont restés à l'hôtel, ont respecté les limites. Nous avons pris un brunch. Ils m'ont demandé des nouvelles de ma vie, ont vraiment écouté les réponses. Papa m'a parlé de sa kinésithérapie. Maman m'a montré des photos de son jardin. Des trucs normaux de grands-parents sauf qu'ils n'étaient pas grands-parents et que je n'étais plus vraiment leur fille au sens traditionnel. Mais peut-être que nous devenions autre chose, quelque chose qui reconnaissait les dommages sans être défini par eux. La fantasia de vengeance que j'avais nourrie pendant des années, la confrontation dramatique, le rejet absolu, la satisfaction de les faire souffrir s'était révélée vide. La vraie vie était plus désordonnée, plus compliquée, pleine de gens qui avaient fait des choses terribles mais qui restaient humains, capables de regret même si le regret ne pouvait pas défaire le mal. Je n'étais plus la même personne qu'ils avaient jetée dehors. Cette adolescente terrifiée avait disparu, transformée par nécessité en quelqu'un de plus dur, de plus capable. Ils n'étaient plus les mêmes non plus. La crise et les conséquences les avaient changés, les avaient forcés à affronter ce qu'ils avaient fait. Pouvait-on reconstruire une famille à partir de cendres? Je ne savais pas. Mais on pouvait construire quelque chose de nouveau dans les ruines, quelque chose d'honnête et lucide sur sa propre fragilité. À l'anniversaire du jour où il m'avait mise à la porte, je me suis offert un bon dîner. J'ai levé mon verre à cette fille terrifiée qui avait survécu à des chances impossibles. Je l'ai remerciée d'avoir été assez têtue pour continuer à se battre. Je lui ai promis que tout ce qu'elle avait enduré avait du sens, de la valeur, s'était transformé en quelque chose qui valait la peine. Puis je suis rentré chez moi, dans mon bel appartement, dans ma vie réussie, et j'ai ressenti une vraie gratitude. Pas de la gratitude pour ce qu'ils avaient fait, jamais ça, mais de la gratitude pour qui j'étais devenu malgré tout. Gratitude d'avoir appris ma propre valeur quand personne d'autre ne voulait la valider. Gratitude d'avoir construit une vie que personne ne pouvait me prendre, parce qu'elle était entièrement, complètement mienne. Le passé ne pouvait pas être changé. Les dommages ne pouvaient pas être effacés. Mais ils pouvaient être survécus. Et la survie, j'avais appris, était sa propre forme de victoire. Pas la vengeance dramatique que j'avais imaginée, mais quelque chose de plus silencieux et de plus permanent, la victoire d'être encore là, encore debout, encore en train de construire, encore digne de tout ce qu'on m'avait dit que je ne valais pas.